Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette vidéo Deck Tech où on va être accompagné par Chandra, Madame Storm, et elle va rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'archétype Storm, dans le format comment est-ce que ça se positionne, quelle est la structure un petit peu du deck, donc en l'occurrence là on va parler plutôt de Rograk et Tevesh, quelles sont globalement les lignes de combo et comment est-ce que le deck va se positionner dans le méta par rapport aux autres decks existants. Chandra, je te passe la main et je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Chandra, la plupart des gens me connaissent aussi sous le pseudo de Madame Storm. Ça fait un bout de temps que je pratique l'archétype Storm dans le format et donc je vais vous expliquer un peu en détail qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, puis rentrer dans les détails de Rograk Tevesh qui est la version de Storm que je joue en ce moment. Donc déjà, Storm c'est quoi? Storm c'est une mécanique qui est sortie, alors je ne sais plus exactement à quelle extension, mais qui va copier un sort qu'on lance pour chaque sort qui a été lancé auparavant ce tour-ci. Donc l'idée des decks Storm, c'est d'abuser de cette mécanique, de réussir à lancer suffisamment de sorts pendant le tour pour finir sur une carte comme Tendrils of Agony qui va faire perdre 2 points de vie à l'adversaire et nous en faire gagner 2. Et si du coup on le copie 10 fois, on va mettre 20 points de dégâts, on va faire perdre 20 points de vie, ce qui va en général nous faire gagner la partie, sachant qu'on peut lancer plus que 10 sorts dans le tour, si jamais il y a besoin. Du coup, en Duel Commander, il y a eu plusieurs itérations de deck Storm par le passé, il y en a également plusieurs actuellement. Donc dans les decks que je pense les gens connaissent bien, il va y avoir des decks comme Will Calurus, ou un peu plus particulier, mais Old Stick Finger, qui ne sont plus vraiment jouables, mais puisque la plupart, il y a plusieurs cartes qui sont sur la banlist. Et aujourd'hui, on a des decks comme donc Rograk, soit avec Silas, soit avec Tevesh. Donc Rograk Silas, c'est un deck qui est plutôt orienté good stuff, tempo. Là où Rograk Tevesh, c'est un deck qui est plus explosif, plus all-in, mais qui peut aussi prendre le rôle d'un deck contrôle. Donc c'est sur ce deck-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Dans d'autres decks qui sont importants, je pense, à mentionner de cet archétype, on a Lyr, qui prend quand même pas mal en popularité en ce moment, notamment sur MTGO, qui est un deck High Tide, qui va parler probablement aux adeptes de Legacy. Donc c'est pareil, c'est un deck plus contrôle aussi, et qui va un peu plus prendre son temps. On a aussi Ral, qui a d'ailleurs topé récemment au CR de Rouen, qui a une version plus all-in et qui est surtout, je pense, le point le plus important par rapport aux versions avec Rograk, c'est que c'est un combo qui n'est pas déterministe. C'est-à-dire que quand tu lances ton combo, tu ne sais pas nécessairement où tu vas arriver et tu espères tuer à la fin. Mais c'est pas sûr à 100%. Donc voilà pour les différentes variations de Storm dans le format. Maintenant, je vais me concentrer plus sur Rograk Tevesh. Rograk Tevesh, du coup, comme je le disais, c'est un deck qui est à la base plutôt all-in et explosif, mais qui peut donc se placer comme deck contrôle en fonction des match-ups, notamment grâce à Tevesh, qui est un très bon outil de card advantage et qui peut très facilement grind les parties dans des match-ups qui vont traîner un peu. Et qui d'ailleurs peut aussi juste gagner tout seul en résolvant sa dernière capacité, qui permet de prendre tous les commandements des commandements du champ de bataille et de les mettre sous son contrôle. Donc pourquoi Rograk et Tevesh? Rograk et Tevesh, ça permet aussi de générer des petites créatures et de les sacrifier pour générer énormément de ressources, avec des cartes comme Culling the Weak, Pense-Crâne ou Deadly Dispute. Et du coup d'utiliser toutes ces ressources pour, comme je l'ai expliqué auparavant, lancer plein de sorts dans le même tour et tuer avec, par exemple, une Tendrils of Agony. Je pense qu'on peut passer à la structure du deck. Bien sûr, je t'en prie. Donc la structure du deck, donc on a déjà toute la partie combo du deck, donc qui est composée de énormément de fast mana. On a 23 cartes qui soit génèrent du mana sur l'instant, soit vont nous accélérer en mana en réduisant le coût des sorts, par exemple, comme Jet Médaillon. Donc dans toutes les cartes qui génèrent du mana tout de suite, on va avoir toutes les Messes Noires, Pyrétique Rituel, Culling the Weak. Donc tout ça, ça va permettre d'exploser très très fort en mana très rapidement dans la partie. Donc soit pour tuer tout de suite, soit pour, comme je le disais avant, cast Tevesh très tôt, qui va
dans certains match-ups, pouvoir juste stabiliser le board, soit juste nous générer beaucoup trop de cartes d'advantage, ce qui nous permettra plus tard de partir en combo. On a également 13 tutors, qui sont très importants pour la consistance, puisque contrairement aux versions avec du bleu, on n'a pas de cantrip. Du coup, on compense par énormément de doublons. Et également aussi des outils de card advantage plus conséquents. Donc, dans ces outils de card advantage, on va avoir, on en a 7, donc il y a Teresh. Il y a plusieurs cartes qui vont nous demander de sacrifier des créatures pour piocher des cartes, comme Devil Dispute, Skullclamp que je mentionnais avant, et Nasty End, qui est vraiment excellent quand on joue au Grac, puisque ça fait piocher 3 cartes pour 2 mana. Et on a également Nécropotence, qui est une carte qui est très puissante. Difficile à utiliser, pas dans tous les match-ups, mais quand ça résout, si la situation s'y prête bien, ça fait très souvent gagner la partie. Ensuite, on a du coup une dizaine d'enablers, donc qui vont être des cartes qui vont nous permettre de lancer plein de sorts dans le tour. Donc les plus connus, la plus connue, ça va être Underworld Breach. Mais on a également Bonus Round, qui est une super carte, notamment pour contourner les pièces de Graveyard 8. Yawgmoth Will, évidemment. Peer into the Abyss, qui est pareil, une carte qui est assez incroyable pour contourner la Graveyard 8, parce que en général, piocher la moitié de son deck, ça fait gagner la partie. Donc voilà, et ensuite, on a donc 2 payoffs sur les kills de notre deck, du coup, qui vont être Tendrils of Agony. Donc, comme je le disais plus tôt, le joueur ciblé perd 2 points de vie, on gagne 2 points de vie, et ça a Storm, donc ça va être copié pour chaque sort. Il a été lancé ce tour-ci. À noter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans l'intro, le Storm, ça compte aussi les sorts qui ont été lancés par l'adversaire. C'est très important dans les match-ups qui vont jouer des interactions pendant notre tour comme des contre-sorts, puisque au final, ça va souvent desservir notre adversaire de jouer des contre-sorts pendant notre tour de combo. En tout cas, ça peut desservir s'ils ne sont pas joués au bon timing ou sur la bonne cible. Et on a également, du coup, comme kill, le kill secondaire, c'est Crackling Spellslinger, qui est un ajout assez récent, mais qui est vraiment très bien. C'est une 2/2 flash pour 5 mana. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si on l'a lancée, le prochain éphémère ou rituel qu'on lance ce tour-ci va avoir le Storm. Donc ça permet de tuer sur Lightning Bolt assez facilement. On peut aussi tuer sur des cartes comme Collective Brutality. Et ça a le bon goût d'être du coup à la fois un kill et à la fois un enabler, puisqu'on peut juste lancer un Crackling Spellslinger, lancer un tuto, copier 4 ou 5 fois, et en général ça suffit à gagner la partie aussi. Ensuite, on a toute la partie plus contrôle du deck, avec du coup pas mal d'interactions quand même, parce que comboter c'est bien, faut quand même s'assurer d'empêcher notre adversaire de jouer des pièces de disruption qui vont nous empêcher de comboter, et aussi il faut pas mourir avant de réussir à lancer notre combo. Donc pour ça on a entre 6 et 8 sorts de discard en fonction des listes. Moi je joue 7. Voilà, après c'est en fonction des préférences, en fonction de notre méta local aussi. On a une dizaine de removal. Il y a énormément de pièces de disruption qui vont passer par le board. Je pense à des cartes comme Magistrat de Dranit ou Talia Guardian de Traben, qui vont être extrêmement gênantes pour le deck. C'est des cartes qu'on veut absolument pas laisser sur le champ de bataille. Et puis évidemment les removal aussi, ça sert à ne pas mourir, parce que on peut complètement se faire prendre de vitesse par des decks agressifs. Donc c'est quand même important d'avoir une certaine densité de removal. Et ensuite on a du coup 2 pièces de hate assez spécifiques. Alors il y en a une qui rentre quand même dans les removals, c'est Pyroblast. Et on a Defense Grid, parce que même si, comme je l'ai dit plus tôt, les contre-sorts, ça va nourrir le Storm, un contre-sort bien placé, ça peut juste nous stopper net. Donc si notre adversaire peut juste pas jouer d'interaction, c'est quand même plus simple. Voilà. Ça c'était pour la structure du deck. Je vais quand même mentionner aussi une petite carte qui est... Alors il y a 2 cartes en réalité qui ne sont pas dans ma liste pour l'instant, mais que je considère fortement rentrées. Il y a un nouveau dragon d'Arkir qui est sorti, qui est Stormscale Scion, qui me paraît être un payoff assez sympa, dans le sens où ça va poser un board qui va souvent être létal si ça passe en tour. Et du coup, pouvoir juste proposer très tôt dans la partie 3-6-6 sur le champ de bataille, voire plus que ça.
c'est pas, ça me paraît pas aberrant. Donc ça, c'est une carte que je considère assez fortement rentrée, qui va être très bien, notamment dans des match-up agressifs, parce que ils vont pas pouvoir raser le board. Et gérer 3 ou 4 énormes dragons avec le vol, ça va être très difficile pour eux. Et la deuxième, c'est Volonté de Jeskai, à ne pas confondre avec Volonté de Jeska, qui est un effet Past in Flames plus pseudo roue de la fortune. Pareil, j'ai pas encore essayé ces cartes-là, mais je considère fortement les rentrer. Donc voilà, ça fait un payoff et un enabler de plus dans la liste potentiellement. Je profite que tu parles justement des cartes que tu veuilles rentrer. Il me semble que pendant un moment, tu as joué des cartes comme Massacre et également Dance with Calamity. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux cartes et pourquoi est-ce qu'elles sont jouées ou pas, s'il te plaît? Alors, absolument. Massacre, c'est vraiment un métacall, un peu comme Pyroblast, d'une certaine manière, mais en plus spécifique. Massacre, je jouais ça dans Grixis Storm, et c'était dans une méta assez particulière, parce qu'il y avait Ezio qui était légal à ce moment-là, il y avait aussi pas mal de Felia et pas mal de Yoshimaru. Du coup, Massacre, donc c'est un rituel pour 4 mana, qui va mettre -2 à toutes les créatures, et qu'on peut lancer sans payer son coup de mana si on contrôle un arrêt et que notre adversaire contrôle une plaine. Donc c'était très bien contre Felia, évidemment, c'était très bien contre Yoshimaru et c'était très bien contre Ezio. Et surtout, c'était très bien dans Grixis Storm parce que Grixis Storm a l'accès au bleu et donc au cantrip. Et du coup, on pouvait plus facilement filtrer nos mauvaises pioches et rentrer un peu plus de cartes un peu plus ciblées qu'on pouvait juste renvoyer au-dessous de notre deck si on voulait pas les piocher avec des cantrips ou s'en défausser avec des cartes comme Faithless Looting. Je pense que dans la méta actuelle qui est vraiment très bleu-noir, jouer Massacre, c'est pas très bien. Donc voilà. Très bien. Pour revenir sur Calamity, Dance with Calamity, c'est une carte que j'ai énormément jouée, que j'apprécie beaucoup. C'est un gros rituel pour 8 mana. Il va nous faire mélanger notre deck, puis on va révéler exiler les cartes du dessus de notre deck jusqu'à ce qu'on choisisse de s'arrêter, un peu à la manière d'un Tainted Pact. Et si le coût total de mana des cartes qu'on a exilées fait 13 ou moins, donc une fois qu'on s'est arrêté, on peut lancer tous les sorts qu'on a exilés sans payer leur coût de mana. Donc c'est évidemment très puissant, même si ça coûte 8 en mana, comme on l'a vu plus tôt, c'est pas vraiment un problème. On joue déjà des gros rituels à 7 mana dans le deck. Le deck explose vraiment très très vite en mana, donc c'est pas très difficile à cast. Ça peut complètement nous faire gagner on cast. Et le seul inconvénient de la carte, c'est que ça demande de jouer une curve très basse et du coup de cut dans certaines cartes qui sont assez importantes pour le deck. Je pense notamment à tout ce qui va être tous les free spells en fait, qui certes se lancent pour 0, mais par contre vont avoir un TCM de 4 ou 5 ou 6, enfin voilà, comme Pyrokinesis ou Fury. Et également Unmask, qui est quand même un outil vraiment très important dans le deck, je trouve. C'est une carte que j'ai beaucoup joué, je joue plus actuellement, je suis passé sur une version avec Behold the Beyond. Je pense que les deux sont viables. C'est vraiment en fonction du ressenti de chacun, je pense. Peut-être le gros inconvénient de Dance with Calamity, c'est que des fois ça peut ne rien faire aussi. Si on va exiler une Dark Pétition par exemple qui coûte 5, ensuite on va exiler une carte qui coûte 2, on se dit vas-y je peux continuer, là on exile Pyrrhine to the Abyss et puis du coup on a exilé plus de 13 de CCM et on est obligé et on va rien pouvoir lancer. Donc une carte je suis passé sur Behold the Beyond qui est en fonction du mana qu'on a à disposition, généralement assez sûr de tuer. J'ai détaillé les lignes de combo de Behold the Beyond dans mon primer. Donc voilà, est-ce qu'on préfère un kill déterministe ou non déterministe? Globalement, ça se résume à ça en fait. Super intéressant, donc vraiment on voit que c'est une carte à double tranchant. En parlant de ça, une dernière petite carte, est-ce que tu veux bien nous parler de Doomsday? Il me semble que c'est une carte que tu apprécies tout particulièrement. Alors, en effet, c'est une carte que j'apprécie énormément, Doomsday, mais qui est extrêmement difficile à jouer. C'est une carte qui a été qu'on a beaucoup théorisé avec d'autres builders de Storm pour Rograk Tevesh à la base, mais
c'était avec des piles extrêmement clunky et dur à mettre en place, sachant que déjà de base le coût de Doomsday est assez dur à encaisser puisqu'on paye la moitié de nos points de vie. Et ça, c'était des piles qui passaient du coup à la base par Bolas Citadel avec Volonté de Jeska qui permet d'exiler les 3 cartes du dessus de notre deck et de les jouer ce tour-ci. Mais c'était trop dur à mettre en place, ça marchait absolument pas. Par contre, c'est une carte du coup que moi j'ai rentré dans ma version Grixis avec Silas, puisque j'ai trouvé des piles qui tuent à partir de 2 mana, enfin, après avoir casté Doomsday, qui tuent à partir de 2 mana en gagnant avec Jace Wielder of Mysteries, une carte bien connue du format maintenant. Après, Doomsday, ça permet aussi quand même, faut le mentionner, alors oui, ça gagne avec Jace évidemment, ça je pense que pareil tous les joueurs de Legacy et de Vintage le savent, mais ça permet aussi des fois de tuer juste avec des piles de Storm plus classiques, mais par contre ça va malheureusement pas mettre 20, c'est pour ça notamment que la carte n'est plus dans Rograk Tevesh. C'est juste pas assez efficace, c'est vraiment très situationnel et la plupart du temps on a juste mieux à faire. Ok, cool. Est-ce que tu veux aborder ensuite les match-up, ou est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais voir avant peut-être? Alors oui, je voulais quand même parler rapidement un peu des lignes de combo du deck. Oui, c'est vrai. Parce que, alors je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gens, quand ils parlent du deck, ils pensent tout le temps juste à Brèche. Et alors vraiment, c'est un truc qui... Enfin, Rograk Tevesh, c'est pas un deck Brèche, c'est un deck Storm avec plein de lignes différentes. C'est contrairement à, comme j'en parlais dans l'intro, Will Lucanurus ou All Stick Fingers, c'est pas un deck qui est linéaire. T'as pas une ligne de combo et éventuellement un plan B. T'as plein de plans qui partent dans tous les sens et l'idée ça va être de voir où est-ce que le deck veut t'emmener. Parce que bah voilà, tu vas piocher ta main de départ. Ok, j'ai ce payoff là, j'ai un tuto. Où est-ce que je vais avec ça? Et ensuite de s'adapter, de réussir à naviguer entre les différentes lignes de combo. Il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres en fait dans le deck. Et c'est vraiment en fonction des ressources qu'on a à disposition qu'il va falloir choisir telle ou telle ligne et s'adapter avec ok, j'ai plutôt ce fast mana là, donc je vais avoir besoin d'un peu plus de mana, j'ai ce tuto là, je vais avoir besoin d'un peu plus de ça. Si j'ai une brèche, je vais avoir besoin d'un peu plus de cartes au cimetière. Et voilà. C'est un deck qui est absolument pas linéaire. Il faut tout le temps, à chaque pioche, on va être amené à reconsidérer nos choix de combos. Ouais, tu fais bien de faire la précision. Ouais. Rend le deck très très difficile à prendre en main et très difficile à maîtriser aussi. Tout à fait. Ouais, je disais, tu fais bien de donner la précision parce que justement là, on aborde le deck en tant que joueur, mais étant donné que c'est un deck qui gagne aussi pas mal en popularité, en grande partie, je trouve, grâce à toi. C'est important d'avoir la partie adverse aussi. Comment est-ce qu'un adversaire fait pour affronter Storm? Donc là, on est là aussi pour dans le but de, on va dire, niveler vers le haut, donc de diffuser de la connaissance. Donc comment est-ce qu'on fait pour disrupter justement Rograk Tevesh du point de vue d'une joueuse expérimentée? Alors, il y a plusieurs moyens d'empêcher un deck Storm de jouer. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs pièces de disruption qui vont passer par le board, des cartes comme Talia, Guardian of Traben, qui vont augmenter le coût des sorts. Ça, c'est un truc qui est vraiment très désagréable à affronter. Il y a plusieurs piles qu'on va pouvoir empêcher via de la Headgrave. Je pense à les piles qui passent par Underworld Breach ou Volonté de Yogg-Sabuul. Ça va passer par le cimetière. Donc il y a des cartes comme Rest in Peace, Nil, Spellbomb, Endurance. On va pas pouvoir passer par ces piles-là, ou alors il va falloir forcer l'interaction adverse quand on joue Storm. Il va falloir forcer l'interaction adverse pour relancer une deuxième ligne qui passe par le cimetière après. Et sinon, les contre-sorts, ça reste la meilleure manière d'empêcher le deck de partir, puisque ça va être universel. Par contre, ce qui est important, c'est de bien savoir cibler les contre-sorts en fait, enfin d'avoir la bonne cible sur les contre-sorts. Soit il faut contrer du coup, alors contrer les tutors, c'est un peu particulier parce que en général, si tu contres un tutor mais qu'il a un deuxième en main ou qu'il a déjà le payoff dans la main, t'as jeté un contre-sort dans le vide. Donc souvent contrer le payoff c'est le plus efficace, c'est pas toujours possible après.
Un truc qui est vraiment dévastateur, que j'ai déjà pris un nombre incalculable de fois, c'est de prendre un effet stifle sur la capacité Storm. C'est bien que t'en parles, Vraiment, ça, c'est ouais. un truc que je pense qui est pas assez connu. Storm, c'est une capacité déclenchée qui se lance au cast du sort. Ça peut complètement se faire stifle. Voilà. Et évidemment, un autre truc qui est assez dévastateur, ça va être les effets silence. Ah ouais. Pareil, se prendre, on lance un Peer into the Abyss, on prend silence en réponse, on s'arrête. Alors oui, on a pioché la moitié de notre deck, donc on va quand même pouvoir sculpter notre main, mais par contre, on a payé la moitié de nos points de vie, et du coup, on n'a rien fait du tour. Et du coup, en général, on s'arrête, et c'est très probable qu'on meure sur le tour de l'adversaire, quoi. Ensuite, il y a encore une fois beaucoup de pièces de destruction qui vont passer par le board. Je reviens dessus parce que j'en ai oublié plusieurs. Agent de l'opposition, pareil, on fait un tuteur. Agent de l'opposition, on va attraper un payoff ou un des kills du deck et pas dur de partir après. Des cartes comme Hullbreacher, Léovold ou Orcish Bowmaster, ça peut être assez dur à affronter, mais c'est pareil, c'est vraiment dépendamment de la ligne qu'on envisage de prendre. Il y a certaines pièces de destruction dont on va pas en avoir grand chose à faire et d'autres qui vont beaucoup plus nous impacter. C'est ce qui rend, je pense, aussi le deck assez dur à affronter, c'est que l'adversaire sait pas où on va. Nous, on sait où on va. C'est vrai. Et à tout moment, on peut pivoter d'une ligne à l'autre. C'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est important de savoir s'adapter dans ces lignes de combo en fonction de ce qui va arriver sur le champ de bataille du côté de l'adversaire. Voilà. Je pense sais que pas si c'est suffisamment clair. Je pense que c'est très clair. Est-ce que tu veux à présent développer autre chose ou on peut passer au match-up? Je pense qu'on peut passer au match-up, Parfait. sachant que déjà ça donne un peu aussi un aperçu des match-ups ce qu'on vient d'expliquer, mais Bien je vais sûr. rentrer un peu plus en détail dedans. Tout à fait. Quand même. Est-ce que tu veux qu'on reprenne les quelques premiers d'MTG Top 8? Oui, on peut complètement. Moi, c'est vrai que alors dans mon primer, j'ai pas fonctionné par Par match-up archétype. spécifique, Ouais. mais on peut complètement faire ça parce que du coup, dans mon primer, j'ai préféré plutôt fonctionner par archétype parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne quand j'affronte un deck. Notamment, ça me permet de mieux savoir m'adapter à des decks d'un archétype, mais que j'ai jamais affronté. Tu sais quoi, on va suivre ce que t'as fait dans ton primer. Ça me semble même mieux adapté que l'approche que j'avais des match-up. Et justement, tu pourras donner éventuellement une illustration avec un ou deux decks qui sont joués dans l'archétype en question. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon primer, c'est-à-dire Parfait. que j'ai fait les match-up donc par catégorie, donc il y a aggro, contrôle, midrange non bleu, tempo ou midrange bleu, puis combo avec à chaque fois les exemples des decks les plus représentés ou les plus connus à minima de ces différents archétypes. Tout à fait. Donc je vais commenter par les decks agressifs. Donc représenté essentiellement actuellement par Yoshimaru en partenariat avec Bruce Harle. C'est quand même important aussi de mettre Mono Red dedans, je pense, même si il est un peu en déclin en ce moment. Les decks agressifs, en général, c'est plutôt un bon match-up. Ils ont assez peu d'interaction avec ce qu'on va proposer. Il n'y a pas de contre-sort. Il n'y a pas ou peu de Graveyard Hate. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la cloque qu'ils vont nous appliquer. Du coup, en général, on peut juste garder des mains qui vont soit partir très vite, parce que si on propose un kill tour 3 à Yoshimaru, en général, il peut rien faire. Ou des decks qui vont avoir une ou deux interactions et de quoi partir un peu plus tard dans la partie, en sachant que Tevesh va en général très facilement tenir en respect les decks agressifs. Donc pareil, caste un Tevesh tour 2 ou tour 3 et juste faire des 0 à tous les tours, ça peut gagner la partie tout seul. Il y a quand même quelques cartes auxquelles il faut faire attention. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Magistrat Dranit, Talia, Sanctifier Envec est vraiment, pour le coup, une sacrée purge parce qu'on peut pas la gérer. Ça gère complètement notre cimetière. Et un autre truc qu'il faut garder en tête, c'est quand même les effets Moon. J'en ai pas parlé dans la structure du deck, j'aurais peut-être dû en parler. La mana base du deck est assez instable. C'est un vrai problème du deck. Là, sur tous les tournois récemment, je m'en rends compte. Je vais peut-être essayer de la retravailler un petit peu.
on a une mana base, on joue Tainted Pack dans le deck, donc ça demande d'avoir une mana base qui est un peu clunky. On a beaucoup de landes qui arrivent tap. C'est pas toujours facile d'avoir nos doubles colorés, nos triples colorés pour certains sorts. Et du coup, on va être assez vulnérable aux effets Moon, en particulier Harbinger of the Seas. Parce que les effets Moon, donc Blood Moon, ça, à la limite, bon, on fetch dans un marais de base, on peut produire du noir et à partir de là, normalement, on peut lancer la plupart de nos combos. Harbinger of the Seas, c'est assez dévastateur. Il faut quand même respecter ça quand on joue notamment, on va en parler un peu plus tard, mais contre des match-up tempo bleu, il faut faire très attention à Harbinger of the Seas. Un truc qui est assez important à considérer quand on joue contre aggro, c'est utiliser Ten Reels défensivement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de juste lancer des Ten Reels à Storm 3 ou 4, gagner 8 points de vie, tuer 2 tours plus tard parce que mon adversaire il a tout utilisé, j'ai gagné 8 points de vie. Il a plus grand chose, il continue de me mettre quelques points mais pas assez, et 2 tours plus tard t'arrives à trouver un kill et voilà. Je pense qu'on peut passer maintenant au match-up contrôle. Contrôle, c'est un match-up qui est positif, je pense, mais qui est difficile à jouer. C'est un match-up qui est globalement en fait qui est positif quand on sait bien jouer Storm, mais parce que structurellement, encore une fois, les contresorts, s'ils sont bien timés, c'est bien, mais par contre, ça continue quand même de nourrir le Storm. Et la deuxième chose aussi qui fait que le match-up contrôle est positif, c'est que contrôle n'a pas de pression. On a tout le temps du monde, on peut assembler une main parfaite qui va passer toutes ses interactions une par une et quand même finir par tuer. Tevesh, c'est vraiment très important dans le match-up contrôle. Souvent, si c'est une interaction obligatoire sur Tevesh, sinon on va commencer à piocher 3 cartes par tour. Et là, contrôle, il peut en général plus suivre. La plupart des decks contrôle, ils ont des outils de card advantage, mais qui vont pas match Tevesh en fait. Et puis encore une fois, Tevesh, il y a toujours cette menace de -10, je prends ton commandant et tu peux plus gagner la partie. Notamment dans des match-ups comme TV2 Atraxa, c'est assez dévastateur. Des cartes qui vont aussi être vraiment très importantes dans les match-up contrôle, ça va être Pyroblast évidemment, Orcish Bowmasters, pour une raison assez évidente, qui aussi peut juste, encore une fois, Orcish Bowmasters, qui est trop bien avec la carte, c'est que c'est une menace qui est complètement indépendante, ça peut juste gagner tout seul, quoi. On n'a même pas besoin de combo, on peut juste poser un Orcish en réponse à un Brainstorm, on a un Orcish énorme et on va aller au bout avec, juste en jouant une game plus contrôle et voilà. Tout en gardant quand même la menace de la combo à tout moment, quoi. Ensuite, on a Defense Grid, pareil pour une raison assez évidente, empêcher notre adversaire de jouer des contresorts, ça va souvent nous faire gagner la partie. Et Nécropotence, évidemment, parce que piocher 10 cartes pour 3 mana, souvent notre adversaire va pas avoir assez d'interactions pour gérer tout ce qu'on va avoir pioché. L'idée, c'est un peu comme avec Terran to the Abyss, c'est on pioche plein de cartes, on sculpte une main parfaite et on tue après. Voilà, je pense pour les match-up contrôle. Maintenant, on va parler des decks mid-range non bleus. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il y a donc les mid-range notamment à base verte, qui sont ce qu'on a l'habitude de voir comme mid-range, donc tout ce qui va être Slimfoot and Squee, Grist, même si on n'en voit plus trop. Et il y a Kit Ramos que je mets un peu à part parce que alors c'est un peu plus contrôle, mais vraiment le match-up contre Kit Ramos est très différent du match-up contre les autres decks mid-range. Les match-up mid-range donc comme Slimfoot and Squee, c'est en général pas très compliqué parce que ils ont pas une cloque suffisamment imposante. Et ils ont quelques pièces de disruption, mais pareil, ils en ont pas forcément assez pour nous empêcher de partir de manière consistante. Alors, il faut évidemment se méfier des cartes comme Endurance, Agent d'opposition, même si c'est moins présent Agent d'opposition, c'est vraiment une carte qui a tendance à nous empaler assez fort. Et Bose joue spécifiquement quand on part sur Brèche du Monde Souterrain. Et puis voilà, faut quand même pas se faire surprendre par des sorties un peu explosives, parce que Minsc and Blue ça va très vite, Pyrogoy ça va très vite, mais en général on a suffisamment d'interactions pour
empêcher du coup le deck en face de mettre une pression forte et du coup juste faire suffisamment de générer suffisamment de ressources pour partir en combo sans trop de problèmes. Ketramos, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai un record plutôt positif contre Ketramos, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres joueurs de Storm qui ont énormément de mal dans le match-up. Moi, je trouve que ça a un peu le même problème que les decks mid-range et les decks contrôle dans l'ensemble, c'est-à-dire que ils ont énormément de cartes mortes. Ils ont plein de removal qui servent à rien dans le match-up. Le seul truc qu'a Ketramos en plus, c'est que ça joue énormément de Graveyard Hate, donc ça réduit un peu le champ des possibles sur les combos qu'on va pouvoir faire. Et Ketramos, ça joue aussi pas mal de discard, et ça c'est un peu ennuyeux, parce que si du coup notre adversaire time bien ses discards et choisit bien ses cibles de discard, ça peut vraiment nous retarder énormément sur notre combo kill. Par contre, le truc avec Ketramos, c'est quand même que, pareil, la clock, elle est pas très très imposante. Alors, ce qui est gênant éventuellement, c'est aussi le gain de points de vie. C'est un truc que j'ai pas trop mentionné, parce que c'est pas un truc qu'on voit si souvent que ça dans le format. Mais un adversaire à 40 points de vie, on peut plus l'atteindre avec toutes les combos du deck. Faut passer par certaines combos très spécifiques et ça peut être compliqué à atteindre. D'autres cartes qui sont un peu gênantes dans le match-up contre Ketramos, ça va être Armageddon et Cataclysme, parce que de toute évidence, si on n'a pas de mana, c'est difficile de partir en combo. Mais voilà, normalement, c'est un match-up qui est prenable, mais qui demande quand même de très bien savoir ce qu'on fait, je pense. Et je dirais que c'est un match-up positif, mais pas de beaucoup, et assez dur à naviguer. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au match-up Tempo et Midrange Bleu. Tempo, historiquement, dans tous les formats, c'est un mauvais match-up pour Storm. Pour une raison toute simple, c'est que ce qu'on a du mal à tanker quand on joue Storm, c'est une pression assez élevée avec de la disruption en backup. Et c'est exactement ce que veut faire Tempo dans le format. Souvent, ça va poser des menaces alors plus ou moins chères, parce que Aragorn, ça reste une grosse 4-4 pour 4 mana, donc ça arrive un peu tard dans la partie. Mais souvent, il va y avoir des contre-sorts gratuits en backup, ce qui est assez dur à lire. Et du coup, ça peut des fois nous forcer à partir dans des spots un peu bizarres. Et voilà. Donc les decks tempo, je pense les plus représentés, on va avoir évidemment Aragorn, on a Plagon, et moi le match-up que je trouve vraiment le plus difficile du format, ça va être Malcolm mono bleu. J'ai pas trop essayé contre Malcolm bleu-rouge, mais je pense que c'est un match-up qui est assez difficile aussi. Ça joue tous les moon effects, c'est plein de petits contre-sorts, ça met quand même une bonne cloque, parce que t'as une de 2 haste en command zone qui va venir te mettre 2 points tous les tours, donc tu peux vite te retrouver dans un spot un peu bizarre. Tu dois partir, mais tu peux pas parce que tu sais qu'il y a trop d'interactions en face. Donc contre Tempo ou les midrange bleus, l'idée c'est de garder des mains assez interactives et de partir sur des combos qui demandent peu de ressources pour partir, pour justement pouvoir passer le plus d'interactions possible. On peut aussi complètement juste essayer de forcer un T-Vèche et d'épuiser les ressources de notre adversaire, parce que contrairement à Control, Tempo va pas forcément générer beaucoup de cartes d'advantage. Et du coup, on peut assez facilement juste essayer de faire plein de cartes d'advantage, de gérer un peu la pression qu'il y a sur le board et de brute force à travers tous ces contre-sorts une fois qu'on a accumulé assez de ressources. Jouer en instant speed, c'est aussi très important contre Tempo, ça va le forcer à réagir pendant son tour. Des cartes comme Tainted Pact, ça va être très important parce que souvent notre adversaire il va voir un tuto en instant speed, il va être un peu obligé de réagir dessus, et du coup ça nous laisse plus de fenêtres pour partir à notre tour. Urza Saga, très importante dans le match-up, ça permet aussi d'appliquer une pression sur le board et du coup de forcer un peu le focus sur autre chose que notre combo. Defense Grid évidemment, Pyroblast évidemment, c'est des cartes qui font gagner la plupart du temps quand ça touche. Et voilà. À noter que moi pour l'instant contre Aragorn j'ai un record vraiment très positif, alors que c'est théoriquement pas un match-up positif. Mais en fait je me suis aperçu que Aragorn avait un peu le même problème que les autres decks midrange en fait, à savoir que il doit choisir entre faire de la destruction et appliquer une pression. Quand le midrange se retrouve dans ce spot là, en général c'est pas très bien pour lui. Je pense que c'est assez important dans les match-up tempo de pas laisser le deck tempo dicter le rythme de la partie. C'est à nous de dicter le rythme de la partie et de le forcer à réagir
quand nous on veut qu'il réagisse, pas quand lui choisit de réagir. Je pense que j'ai fait le tour pour Tempo, voilà, sauf si tu as des remarques ou des questions. Non, au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu veux aborder le miroir de combo? Oui, absolument, j'allais y venir. Donc les miroirs de combo, donc on a j'ai pas parlé des exemples de deck control. C'est vrai que c'est un peu bizarre dans le format actuellement parce qu'il y a beaucoup de deck control qui jouent des combos. Ouais, c'est contrôle combo souvent, ouais. Mais en l'occurrence, du coup, la plupart des decks qui vont être des contrôles combo comme Hidetsugu Kairi, je vais les classer plutôt dans les miroirs de combo. Ça se joue plus comme un miroir de combo que comme un match-up control. Les decks combo du format, on va avoir évidemment Timnat Razios ou Trazios Ravos, Hidetsugu et Kairi dont je viens de parler, tous les decks réanimateurs, que ce soit Aminatu, Voar, je sais pas si j'en oublie. La belette, Donc, tous ces je sais miroirs plus de comment il combo. s'appelle. La belette. Celle la en, belette. en Rakdos. Il y a eu justement une sorte d'émule par rapport à un Ah oui, général. Je sais plus comment il s'appelle, mais Cruel Claw. exactement. Cruel Claw. Je pensais à lui, Ouais, justement. alors ouais, j'ai déjà joué contre Cruel Claw en plus. Globalement, ça va être assez 50-50 les miroirs de combo, en particulier pour les combos très explosifs, donc tout ce qui va être combo créature, donc tous les decks Nadu, donc Timnat Razios, Glarb, pas Glarb, Flubs et Reanimator, c'est globalement des decks un peu comme nous qui sont assez explosifs. Donc, c'est assez 50-50, ça va vraiment se jouer à qui a la main qui tue le plus vite et avec les meilleures destructions. C'est super important de savoir identifier les tours de combo de l'adversaire, peu importe de quel côté on se place dans ce match-up. Hein, c'est très important de savoir identifier c'est quoi les menaces de l'adversaire, c'est quoi ses tours critiques, quand est-ce que je dois interagir. Les discards, c'est super important dans le match-up, du coup, pour ces raisons-là. Trouver la bonne fenêtre pour caler une discard et toucher la bonne pièce avec la discard. Les decks réanimateurs, ça peut être assez difficile parce qu'ils peuvent aller vraiment très très vite. Et en plus, souvent, ils ont l'interaction. Et ensuite, les match-ups, du coup, plus contrôle combo, donc tout ce qui va être Hidetsugu, Kairi, Glarb, c'est des match-ups pareils qui sont assez fatigants, où on va devoir à la fois naviguer à travers énormément de contre-sorts, mais en plus faire attention du coup à la fenêtre de kill de notre adversaire, sachant que ça peut des fois sortir un peu de nulle part. Je pense notamment à Hidetsugu et Kairi, qui est un match-up que j'ai beaucoup joué et qui est... j'ai un record positif contre Hidetsugu et Kairi, mais à chaque fois c'est des match-ups qui sont archi éprouvants et où pour le coup ça se rapproche un peu plus du contrôle, dans le sens où on va pas essayer de se tuer le plus vite possible, mais il y a vraiment ce côté où, ok, est-ce que tu essayes de partir, est-ce que j'essaye de partir, qui a une interaction à quel moment, et voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui va être des match-up, encore une fois, à part si tu as des questions. Bah, je les ai posés au fur et à mesure, je te remercie. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres choses que tu souhaites aborder ou est-ce qu'on va se diriger tout doucement vers la fin de cette vidéo? Non, je pense que j'ai globalement parlé de tout ce que je voulais parler. Je vais, comme je sais plus si j'en ai parlé, mais je vais rajouter une section à mon primer, notamment sur comment tourner autour des interactions adverses, parce que je pense que c'est assez important à mentionner, notamment voilà, tout ce qui va être naviguer à travers les contresorts, naviguer à travers la Graveyard 8. J'en ai parlé du coup j'en ai parlé un peu plus tôt dans notre discussion. Tout à fait. Mais voilà, ça sera abordé dans le primer, donc voilà. Ce que j'aimerais simplement ajouter, c'est partager aussi un contenu qui a été créé, notamment par Quentin Delafosse de la Prime Squad, que je recommande, qui peut être justement complémentaire à cette vidéo. Donc, il parle également de son point de vue de Rograk Tevesh. Alors, en l'occurrence, Quentin, il est arrivé sur Rograk Tevesh bien après toi, donc il a un petit peu moins d'expérience, mais il n'en reste pas moins un excellent joueur. Donc, je pense que c'est assez complémentaire avec ta vision et ton expérience de Rograk Tevesh, justement. Absolument. Et puis, alors, un truc important aussi qu'il a fait dans sa vidéo que j'ai pas fait du coup ici, c'est qu'il détaille dans la vidéo plusieurs piles de combos du deck.
Et c'est très intéressant et il a fait ça très bien. Donc voilà. Top. Un petit mot de la fin? Pourquoi est-ce qu'il faut jouer, pourquoi est-ce qu'il faut jouer Storm, justement? Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il faut jouer Storm? Alors, Allez. il faut jouer Storm si déjà on aime les decks combo, ça me paraît un Assez peu évident, ouais. évident. Il faut aimer les decks qui sont pas linéaires, qui partent un peu dans tous les sens. Si on aime faire jouer beaucoup pendant notre tour, quand on aime beaucoup jouer à Magic, c'est trop bien de jouer de Storm. Ouais, C'est je déjà pense bien. ouais, c'est pas mal. Chandra, je te remercie de ce contenu qualitatif. C'était vraiment un plaisir de pouvoir t'écouter et présenter le deck. J'espère qu'on aura l'occasion justement potentiellement de faire une deuxième partie si jamais tu rajoutes des choses qui remuent vraiment le deck et qui changent tout à fait l'archétype. Dans tous les cas, c'était vraiment un plaisir, donc je te remercie. Bah, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon deck. Ça peut complètement se refaire, que ce soit sur des modifications sur ce deck-là ou parce que là,